Mesdames et messieurs, bonjour. Au Bénin, le football ne se joue plus sur les aires de jeu, mais plutôt dans les salles de conférence. Et le cuiron est désormais remplacé par les micros et stylos des journalistes. C'est le triste constat présenté depuis quelques jours par les acteurs de ce sport. Pendant que cette discipline qui draine des millions de supporters sous d'autres cieux est à l'agonie. Les jeunes talents sont abandonnés donc à leur sort. Après la décision au Conseil des ministres du gouvernement qui lui a arraché son agrément, c'est au tour de la fédération béninoise de faire sa sortie devant la presse pour se défendre. Pendant ce temps, d'autres dissidents de la fédération sont annoncés pour donner également une conférence de presse. En somme, une vraie pagaille autour du football béninois. La descente aux enfers du football au Bénin, c'est le principal sujet à débattre ce jour dans votre nouveau numéro de Sika Infomag. Avant de découvrir nos invités, Madame, Monsieur, voici le flash d'information. Au Kenya, 147 morts, 79 blessés, dont 9 dans un état critique. C'est le bilan de l'attaque ce jeudi de l'université de Garissa, prise d'assaut durant 16 heures par les islamistes somaliens Shebab. C'est l'attaque la plus meurtrière du pays depuis celle contre l'ambassade américaine qui a fait 213 morts. En Guinée, l'appel de l'opposition a observé une journée ville morte ce jeudi à Conakry pour protester contre le calendrier électoral a été partiellement suivi dans la capitale. Beaucoup de commerces et de stations-service n'ont pas ouvert. L'administration et les banques ont fonctionné normalement. Le sélectionneur adjoint du Maroc a qualifié ce jeudi de grand soulagement la décision du tribunal arbitral du sport d'annuler les sanctions qui privaient le Maroc des éditions 2017 et 2019 de la CAN. La CAF avait sanctionné le pays pour avoir renoncé à l'organisation en 2015 en raison de l'épidémie d'Ebola. Le football à l'agonie au Bénin, c'est le sujet à aborder ce jour dans votre débat que nous lançons juste après ce générique. Le plateau de Sika Infomag de ce jour reçoit deux journalistes mordus et très au fait de l'actualité footballistique au Bénin. Il s'agit d'abord de Félix Sondé Pépéripé, journaliste et directeur de publication du journal Le Confrère de la matinée. Félix Sondé Pépéripé, bonjour. Joël, bonjour. J'ai également sur ce plateau Arimi Choubadé, qu'on ne présente plus, journaliste et directeur de publication du journal Nokwe. Arimi Choubadé, bonjour. Bonjour Joël. Alors ma première question s'adresse à Félix Sondé Pépéripé. Félix, on assiste aujourd'hui à une descente aux enfers du football au Bénin. Dites-nous, vous êtes journaliste, vous êtes très informé de l'actualité footballistique au Bénin. Que se passe-t-il concrètement autour de cette discipline? Mais je crois que vous avez tout dit, hein. Vous avez pratiquement tout dit. C'est de la pagaille. Et lorsqu'il y a de la pagaille, il faut mettre de l'ordre. Et je pense que le gouvernement béninois, cette fois-ci au moins, a su trouver la bonne formule pour mettre fin à cette pagaille. La formule, c'est le retrait d'agrément. Le retrait d'agrément, qui est synonyme de dissolution du comité exécutif. Est-ce que cela se fait? C'est normal? C'est réglementaire? Vraiment réglementaire. La preuve, c'est que depuis pratiquement une semaine maintenant, les instances faîtières du football n'ont pas réagi. Habituellement, eh bien, le lendemain, la FIFA tape du poing sur la table et demande au gouvernement de remettre en place le comité exécutif. C'est dire que cette fois-ci, au Bénin, enfin, on a su trouver la formule et on a su mettre fin à une pagaille. Et puis, il y a eu des mesures radicales pour la relance de ce football. Je pense, pour moi, qui ai sillonné tous les stades d'Afrique et du monde, moi qui ai suivi presque tous les congrès, depuis maintenant une trentaine d'années de la CAF et de la FIFA, que cette décision est salutaire. Arimi Choubadé, vous êtes très proche de l'actuel président de la Fédération béninoise de football qui conteste aujourd'hui cette décision du gouvernement. Vous pensez que le gouvernement a raison ou la Fédération a raison? Non, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un a raison ou pas. Le gouvernement peut légitimement dire oui, je suis plus content. Oui, mais les griefs énumérés, oui, vous êtes au courant de ces griefs. On parle entre autres de mauvaise gestion de la situation au Mali. Il y a juste une crise interne même à cette fédération. Il y a juste une volonté, c'est de la délinquance d'État. Il n'y a pas un autre mot. Délinquance d'État de quel niveau? Au niveau du gouvernement ou bien au niveau de la fédération? On dit avoir retiré, c'est ce que le Conseil des ministres dit, retirer l'agrément. Et on veut passer par cette décision pour
avoir des conséquences de dissolution de la fédération. Comme oui, mais, vous avez suivi le glissement de mon oui, mais quand ça ne va pas, il faut bien que le gouvernement tape du poing sur la table. Monsieur Joël, on va faire un peu de pédagogie. Là où vous êtes, vous voulez faire du football. Vous pouvez vous acheter un ballon, un équipement, et puis vous faites ça chez vous si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en association avec d'autres amis pour faire votre football, et organiser des tournois, tout ce que vous voulez. C'est ça la fédération. Donc, mais la fédération bénéficie des fonds de l'État. Ça vous dit. Des subventions de l'État. Et puis, à un moment donné, à un moment donné, votre association que vous avez créée a envie d'avoir du soutien de l'État et l'a obtenu. Et à un moment donné, la fédération n'avait pas connu la participation de l'État à sa création. Non, attendez. À un moment donné, l'État dit que ces messieurs-là, ils sont plus sérieux, je ne veux plus collaborer avec eux. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez plus continuer à pratiquer votre football avant que l'État ne vienne vous accompagner. L'État peut se retirer, peut son agrément, il n'y a pas de problème. Tous les accompagnements qu'ils font à la fédération, ils peuvent arrêter tout. Et comme le stipule, si éventuellement le retrait d'agrément devait être interprété comme la cessation de la collaboration de l'État. Le président de la fédération a dit que lui, il n'a même pas connaissance de l'existence d'un agrément. Oui, non, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans les détails juridiques, sinon, quand vous prenez le document, le test même qui a été visé par l'arrêté, l'agrément dont parle le ministre n'a rien à voir avec l'agrément, le pseudo-agrément qu'il a accordé à la fédération. On parle d'agrément accordé à une association affiliée à une fédération sportive. Oui, c'est-à-dire que, donc là encore, ils ont mal visé le test qu'ils veulent appliquer. Peut-être qu'il y a un autre agrément dont ils parlent, mais pas de l'agrément contenu visé par l'arrêté du ministre. C'est pour vous dire que le ministère ou l'État n'est pas propriétaire du football. Il n'y a pas un décret portant création et organisation du football au Bénin. Donc le football, c'est un phénomène, ça participe de la libre entreprise. Donc vous voulez dire que le football, c'est une activité sauvage qui n'a pas de règles. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est normal que dans un pays où il y a des lois, qu'une activité puisse se pratiquer sans aucune réglementation? Non, c'est ce que vous dites. Si vous voulez faire du football, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de l'État pour le faire. Je peux me lever et créer ma fédération. Non, pas la fédération, ça, on en vient. Ça dit si vous continuez, que vous mettez en association et que l'État a envie de vous accompagner, il vous accompagne. De toutes les façons, malgré leur décision, tous les week-ends, vous verrez les gens jouer au football. Oui. Je n'en dispose pas, mais au niveau de la fédération, aujourd'hui, quelles seront vos relations avec la FIFA, avec la Confédération africaine de football, vu que le gouvernement a retiré son agrément? Moi, je ne suis pas à la CAF, je ne suis pas à la FIFA. J'attends que ces instances se prononcent, parce que ça serait quand même extraordinaire que ces instances ne se prononcent pas sur... Félicien Le PPRB a dit tout à l'heure que ces instances en question se sont prononcées et soutiennent le gouvernement. Non, vous savez, je ne veux pas rentrer dans son jeu. Hein. C'est un discours assez subtil, que lui et moi on comprend très bien. Mais ça... attendez, parce que la décision du gouvernement béninois, le gouvernement béninois avance masqué. C'est-à-dire, dit, je retire l'agrément, mais en réalité, il pose des actes de dissolution de la fédération. Donc vous voyez plutôt que c'est plutôt une dissolution. Oui, actuellement, cachée. Le gouvernement béninois est en train d'avancer masqué. Oui, quand ça ne va pas, est-ce que le gouvernement n'a pas le droit de... Mais c'est ça que vous dites. C'est ça que vous dites. Ils n'ont pas le droit de poser des actes de dissolution. Même quand ça ne va pas, même quand il y a mauvaise gestion. Ils sont allés violenter les agents de la fédération, au siège de la fédération. Ils ont dit qu'eux, ils arrêtent le championnat, alors que des clubs, même s'ils sont mauvais, même s'ils jouent mal, ils ont engagé des millions. Je rappelle que le ministre, lui, n'a pas de club. Mais le ministre n'a pas besoin d'avoir de club. Mais il n'est pas engagé dans le championnat. Le ministère... Mais il est juge, il doit quand même pouvoir... Non, il n'est pas juge. L'État investit. Non, il y a l'argent public qui est dans le championnat? Dans le championnat, il y a l'argent public qui est investi au niveau de la fédération. Non, il n'y a pas de l'argent public dans le championnat. Le championnat, c'est les clubs qui anime le championnat, pas le gouvernement. Félicien Le PPRB, votre vis-à-vis. Très rapidement, vous savez. Là, mon très cher ami Henri Michoudevadé passe à côté du sujet. Moi, je ne veux pas faire de la pédagogie. C'est du football qu'il s'agit. Et je sais comment ça se passe. Je l'ai dit tantôt. Mais nous sommes dans quel pays? Il y a du désordre dans le football. Les membres d'un comité exécutif s'entre-déchirent.
et sur les différents médias, vous les voyez s'insulter, vous les voyez se dénoncer. On dénonce la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion d'un président de fédération. Les sbires du président se lèvent, vont sur deux chaînes de télévision, eh bien, attaquent les autres, disent que c'est des braqueurs, des mots très forts. Ça a duré longtemps. Le gouvernement béninois, à travers le ministre de tutelle, a tenté de jouer. Mais les gens n'ont pas voulu entendre raison. Dernière chose, de l'argent de la FIFA qui est arrivé. Les membres, ils sont au moins 4, 5 vice-présidents au départ. Et finalement, 4 vice-présidents plus d'autres membres qui se lèvent pour dire, écoutez, on n'a jamais vu la couleur de l'argent. Tout est parti de là. Mais qui a saisi le ministère de tutelle? Moi, je ne suis pas attaché de presse, je ne suis pas directeur de communication du ministre ou de la fédération. C'est les mêmes membres qui ont saisi le ministre du gouvernement béninois pour dire, écoutez, notre président, trop c'est trop, on ne voit pas la couleur de l'argent, il détourne l'argent, il y a la mauvaise gouvernance, venez au secours. Et vous voulez que le gouvernement béninois se taise? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cette décision réglementaire, vous trouvez cette décision réglementaire? Je vous dis, si Arimi, mon très cher frère, n'a pas les arrêtés, n'a pas les agréments, je bouge toujours moi avec ma databank. Oui, mais je bouge toujours moi avec mon bréviaire. J'ai tout, je peux lui faire copie. Les statuts du football, les statuts qui réglementent le football dans le monde entier, est-ce que cela se fait? Est-ce qu'un gouvernement peut retirer un agrément? J'ai sur moi les statuts. Heureusement, j'ai les statuts. Que ce soit de la FIFA ou de la CAF, j'ai toujours tout sur moi. Mais j'ai demandé tout à l'heure, mais pourquoi la FIFA, qui habituellement, lorsqu'il y a ce genre de problème, réagit dans les 24 heures, sais-tu pourquoi la CAF? Et vous avez suivi paradoxalement le directeur de la communication de la Confédération africaine de football sur une radio mondiale, RFI, hier. Il disait quoi? Quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit que, écoutez, la FIFA a refusé l'ingérence des gouvernants dans le football, mais les fédérations ne sont pas indépendantes. Les fédérations sont, ben, quand même, une fédération, on dit fédération béninoise de football, ça veut dire que cette fédération quand même du Bénin, c'est une question une souveraineté nationale. Le Bénin dit, écoutez, mon cher Harry Michoubadi, le Bénin dit, mais vous faites trop de théâtre, ça ne se fait pas, et nulle part, la FAC, la CAF, la FIFA interdisent ce genre de choses. Vous allez sur les médias pour vous, c'est-à-dire vous déculotter. Alors d'accord, Félix, on est PPV, ce que nous voulons comprendre, pourquoi c'est aujourd'hui que le gouvernement estime nécessaire d'être fait à la pagaille? Nous avons connu la pagaille ici, il y a de cela quelques années. Il y a eu la fermeture du plus grand centre sportif de la sous-région. Le gouvernement n'a jamais réagi. Le gouvernement n'a jamais réagi parce qu'il y avait peut-être un ministre, je n'en sais rien. Mais je dis, il vaut mieux tard que jamais. Écoutez, cette suspension de nos enfants, mais c'est le vase, comment vous dites ça? Passez-moi la formule. Mais mon cher Harry Choubadi, les enfants, leur avenir, le Bénin a été suspendu parce que simplement, il y a déjà la fédération qui sont dans la triche, qui veulent toujours tricher et qui ont triché sur l'âge des enfants, qui ont fait remplacer les vrais joueurs à la place d'autres. Vous ne voulez pas que le gouvernement sérieux, c'est ce qui s'est passé au Mali. Et nous avons les preuves. Et lorsque nous avons publié les preuves, nous avons vu la réaction. Personne, au contraire, on a voulu négocier avec nous. Mais nous disons, ce n'est pas normal. On vous a proposé combien? Non, nous sommes assez grands maintenant. Quand même, après bientôt 30 ans, il y a eu tout ça. Mais nous avons tenu bon. Et vous ne voulez pas que le gouvernement réagisse. C'est vrai qu'à l'époque, on a fermé le CIFAS. Ça, c'est excusez l'expression, quand on parle de l'imbécilité, c'est pas une insulte. Eh bien, on a vu un ministère qui voulait peut-être régler des comptes, mais aujourd'hui, on ne court pas. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce monsieur. Ah oui, c'est ce que vous ne savez pas. Harry Michoubadi, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Au Mali, il paraît que la fédération a triché. Vous êtes au courant? Il ne paraît pas. C'est clair, c'est net. Si vous voulez, je vous donne les preuves. Félix, laissez Harry, oui. Non, ben, écoutez, vous savez, le football a beaucoup de problèmes. Affaire de Mali, tout le monde a très bien su que il y a eu, enfin, les Maliens, c'est clair que les Maliens n'ont pas porté de réserve. Les réserves étaient fabriquées. Qu'est-ce qui a impliqué la suspension du Bénin? Non, pour la suspension, la déclaration, la décision de la FIFA et de la CAF est là. Elle parle d'erreurs administratives, sans intention
de frauder. Non, il y a eu plusieurs. Non, il y a plusieurs. Non, ne trompons pas les gens. Oui, mais laissez-le répondre La d'abord. CAF a été clair dans ses correspondances. Oui, mais laissez-le répondre d'abord. Très Il y a eu rapidement, des- Rémi. Très rapide, oui. Allons-y. Je peux y aller? Oui, allez-y. Allez-y, mon cher Bon, frère. ok, merci grand frère. Avant. Donc, vous savez, c'est pas... je le disais tantôt, le Bénin a le droit de retirer sa collaboration. Donc la FIFA ne va pas se prononcer sur une décision du Conseil des ministres. Mais comme je vous l'ai dit, le gouvernement béninois avance masqué, comme d'habitude. Il dit, moi, j'ai agrément seulement, je ne veux plus accompagner la fédération. Chiche, c'est leur droit. Mais en dessous, comme vous avez vu avec la fougue de mon aîné, Parce mais qu'on en dessous, parle avec des attendez. Je parle avec des preuves. La lettre de la fédération en direction de la FIFA, je peux vous la brandir pour demander à la FIFA d'agir. Donc, Il n'y a pas eu de réaction. Donc, en réalité, par rapport à l'agrément, la FIFA ne peut pas réagir. Mais le gouvernement en dessous pose des actes de dissolution de la fédération. Si vous reconnaissez qu'il y a eu des fraudes au Mali, Mais il y a eu s'il Non, pourquoi le gouvernement ne peut pas attendez, pour la question du Mali, le gouvernement a demandé, la fédération a produit plein de rapports à la disposition du gouvernement. Et la décision même de suspension est là. Et cette suspension n'est pas la première du Bénin. C'est la première. Dans ce cas précis, c'est la première. Dans ce cas précis, c'est la première. Nous sommes à la fin de ce premier quart. C'est différent. Nous sommes à la fin. Je vais demander, le Bénin ne joue pas. La compétition qui suit. Il ne faut pas tromper les gens. Je vais demander à mon ami PPDP de se calmer. Mais je veux Nous faisons de la télévision, pas de la radio. Mon cher ami, calmez-vous, il n'y a pas de problème. C'était le premier quart de votre SICA Infomag. Merci chers invités. Nous nous retrouvons, bien sûr, nous allons nous retrouver tout à l'heure dans le troisième quart pour continuer ce débat. Mesdames, Messieurs, c'était donc le premier quart de SICA Infomag. Tout de suite, la suite. SICA Infomag se poursuit à présent. La deuxième partie est consacrée à l'actualité économique. Le journal de l'économie est une présentation de Emmanuel Crépy. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. Au Nigeria, la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle a été très bien accueillie par la bourse nigériane. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont présenté leurs arguments devant le tribunal du droit de la mer au sujet de leur litige dans la zone maritime. La Côte d'Ivoire tente de rattraper son retard minier en profitant de ses riches sous-sols afin d'en faire un pilier de son économie. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans ce journal de l'économie. Nous démarrons par le Nigeria, où la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle a été très bien accueillie par le Nigerian Stock Exchange. L'indice composite de la place boursière a gagné 8,5% durant la séance du 1er avril dans le sillage de l'annonce officielle des résultats du scrutin. Les investisseurs ont acheté 881,584 millions d'actions d'une valeur globale de 10,938 milliards de naira dans le cadre de 4611 transactions. Précisons que la bourse de Lagos avait chuté de 8,40% durant le premier trimestre de 2015, en raison notamment de la chute des prix du pétrole et de l'incertitude qui planait sur l'élection présidentielle. Une autre information dans cette édition, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont présenté leurs arguments devant le tribunal du droit de la mer au sujet de la suspension des activités d'exploration pétrolière dans la zone maritime que se disputent les deux pays. Pour sa défense, l'équipe ghanéenne a soutenu que la Côte d'Ivoire avait durant 40 ans accepté la démarcation considérée par Accra comme la frontière entre les deux pays. Quant à la Côte d'Ivoire, elle dit regretter que le Ghana en vienne à réécrire leur histoire commune. La résolution du différend frontalier entre ces deux pays ne devait pas intervenir avant 2016.
Avec des réformes favorables aux investisseurs, des découvertes orifères prometteuses et le retour au calme de la situation politique, la Côte d'Ivoire, au riche sous-sol, tente de rattraper son retard minier en profitant notamment de son potentiel pour faire de ce secteur un pilier de son économie. Reportage. En Côte d'Ivoire, l'activité minière ne représente pas plus de 5% du produit intérieur brut. Un pourcentage très faible pour un pays regorgeant d'or, de diamants, de fer, de nickel, de bauxite, de cuivre ou encore de manganèse. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire ne s'est pas intéressée à son sous-sol. Le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, s'est concentré sur l'agriculture en misant sur le cacao pour développer le pays. Un pari qui s'est avéré gagnant jusqu'à l'effondrement des cours du cacao qui a plongé le pays dans la récession au début des années 80. Depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire, redevenue politiquement stable, veut désormais faire de ses sous-sols une locomotive de son développement. L'année 2015 devrait voir le début des travaux des mines d'or de Sissigé et la FEMA. Suivra en 2016 le lancement des travaux de la mine de Yaouré, dont le potentiel le plus élevé en Côte d'Ivoire est évalué à 192 tonnes. Aujourd'hui, le secteur minier est en pleine expansion et génère 6 640 emplois directs et environ 18 000 emplois indirects, avec un chiffre d'affaires de 301 milliards de francs CFA en 2014. L'exploitation minière industrielle est donc une activité qui contribue à l'économie nationale et à la création d'emplois. Afin d'accélérer son réveil minier, la Côte d'Ivoire a adopté un code minier attractif en 2014. Un acte qui est censé stimuler les investisseurs. Nous allons continuer à allouer des budgets d'exploration à la Côte d'Ivoire plus que dans la plupart des autres pays grâce à sa législation et à son accès facile. Le fait que le pays soit sous-exploré accroît son potentiel. Il y a un environnement accueillant et une main-d'œuvre relativement bien qualifiée. Selon le ministère ivoirien des Mines, la production de manganèse a été multipliée par 9 entre 2011 et 2014, passant de 40 000 à plus de 360 000 tonnes. Celle de l'or a quadruplé en 5 ans, passant de 4,6 tonnes en 2010 à 18,6 en 2014. Mieux, 4 nouvelles mines d'or devraient ouvrir d'ici 2017. Hors du continent africain à présent, en Grande-Bretagne, tous les ans, tout augmente à part les salaires. C'est du moins l'opinion de la plupart des citoyens britanniques de la classe moyenne. Un phénomène plutôt inquiétant pour le parti conservateur au pouvoir avant les élections législatives. Les images. Comme chaque semaine, Laura et Phil font leurs courses au supermarché. Pourtant, même s'ils travaillent tous les deux, ils ont dû changer leurs habitudes et se rendent désormais dans un magasin discount. En 5 ans, les prix ont augmenté de près de 11% au Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas de la plupart des salaires. Je travaille pour le système de santé publique, donc les augmentations de salaire sont faibles en ce moment à cause de la pression du gouvernement. Généralement, mon salaire n'augmente que tous les 3 ou 4 ans. Chaque année, on dirait que les choses coûtent de plus en plus cher, alors que les salaires restent les mêmes. Comme les Birchleys, des millions de familles de la classe moyenne britannique doivent désormais se serrer la ceinture. Et c'est eux qui se trouvent au centre de la bataille électorale que se livrent les 2 principaux partis du pays. Alors que les conservateurs au gouvernement mettent en avant le retour de la croissance économique et la baisse du chômage, l'opposition, menée par les travaillistes, dénonce l'appauvrissement des classes moyennes. Les conservateurs ont une avance certaine concernant leur crédibilité sur les questions économiques. Mais dans le même temps, nous savons que les gens s'inquiètent sur le coût de la vie et par extension sur ce que les performances économiques du pays apportent ou n'apportent pas à leur vie quotidienne. Ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles cela n'a pas eu l'impact que les conservateurs espéraient. Les travaillistes espèrent séduire les électeurs en proposant 25 heures de garderie gratuites par semaine et une baisse de 10% du prix de l'énergie. Leur objectif, c'est la maman Lidl, un terme inventé par la députée travailliste Caroline Flint, en référence à la multiplication du nombre de magasins discount au Royaume-Uni.
Elles doivent changer leur façon de faire leurs courses à cause de la situation économique. Et je pense que trop souvent, en politique, on ne se préoccupe que des grandes questions stratégiques. Et pour être honnête, la plupart des gens ne parlent pas de la vie de tous les jours. Depuis 2008, le salaire moyen a chuté de 10% dans le pays. Et les inégalités se sont creusées. Longtemps donnés comme perdants dans cette élection, les travaillistes ont capté une partie des mécontents et amorcé une remontée dans les sondages. Mais personne ne domine encore clairement la bataille à venir. Conservateurs et travaillistes sont toujours au coude à coude. Au Bénin, le bois industriel est abusivement exploité, ce qui n'est pas sans conséquence sur les essences forestières qui sont en voie de disparition. C'est justement de ça qu'il sera question dans la deuxième partie de ce journal de l'économie. Kazimik Pédior, bonjour. Bonjour. Merci d'être une fois encore sur ce plateau. C'est tout le plaisir pour moi. Aujourd'hui, il sera question de l'exploitation abusive du bois industriel au Bénin qui a des conséquences sur les essences forestières qui justement sont en voie de disparition. Déjà, commencez déjà par nous dire quel est l'état des forêts au Bénin aujourd'hui. Oui, il faut dire que nous sommes en 2015 et à la date d'aujourd'hui, les forêts, l'espace verdoyant dont disposait le Bénin, aujourd'hui ces espaces-là disparaissent progressivement. Et lorsque vous allez dans ce qu'on peut appeler autrefois nos forêts classées ou les savanes, aujourd'hui lorsque vous allez là-bas, c'est pratiquement plus rien. Si ce n'est pas quelques herbes qui sont à même le sol, c'est que les bois sont coupés, nos bois sont surexploités. Et pour cause, il y a aujourd'hui l'expansion, du moins c'est la présence de l'Asie, notamment de la Chine, dans cette filière-là. Et aujourd'hui, les essences sont convoyées vers ce pays-là pour des fins industrielles. Donc aujourd'hui au Bénin, c'est la catastrophe au niveau de nos forêts, de nos espaces, de la faune de façon globale. Cette surexploitation des bois, c'est quand même pour le bien de l'économie. Dites-nous aujourd'hui comment évolue la filière d'exploitation du bois au Bénin. Oui, c'est bien pour l'économie parce que c'est exploité pour des fins économiques, mais parallèlement à ça, c'est que c'est l'environnement qui prend un coup. Et lorsque c'est fait comme ça et qu'on n'a pas une politique de reboisement, on n'a pas une politique pour régénérer ces essences qui sont envoyées vers la Chine, ça pose forcément un problème. Parce qu'au nom de l'économie, on ne va quand même pas empêcher l'homme de vivre dans un environnement sain, de vivre dans un cadre beaucoup plus raisonnable. Et lorsque ces bois sont coupés, écoutez, au-delà de cette économie-là, vous vous rendez malade. Vous n'avez pas suffisamment de la pluie pour produire, vous n'avez pas, les conséquences sont énormes. Donc aujourd'hui, lorsqu'on évalue ce que l'exploitation de ces bois, encore que ces bois ne sont pas vendus au réel prix, c'est le bailleur potentiel, c'est la Chine qui impose le prix auquel elle doit acheter ses bois. Donc forcément, quand c'est comme ça, vous comprenez que la population, vous privez la population de ses richesses naturelles, de son héritage, et puis l'économie, au nom de l'économie, progressivement, nos forêts sont en train de disparaître. Alors parlez-nous de la filière d'exportation du bois au Bénin et comment cette filière, comment elle se porte aujourd'hui. Il faut dire que la filière peut être divisée en deux. Nous avons l'exploitation locale, bien évidemment l'exploitation industrielle locale et l'exploitation, je dirais, l'exportation vers les pays de l'Asie, comme je viens de le dire. Au niveau de l'exploitation locale, il y a l'industrie locale, notamment la menuiserie, les ébénistes qui utilisent le bois pour fabriquer des objets d'art, pour fabriquer des mobiliers et consorts pour la consommation locale. Donc au Bénin, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons encore que dans nos habitudes l'exploitation du bois pour fabriquer les meubles et consorts pour mettre à la disposition du public, alors que dans certains pays, on a commencé par remplacer déjà cette matière première-là par d'autres matières comme l'aluminium, comme les plastiques ou bien d'autres matériels en alliage. Alors, lorsque vous voyez une économie, lorsque vous voyez un environnement qui est ainsi fait, et au même moment, on ne permet pas à ces essences-là de régénérer, c'est que ça pose forcément à long terme un problème environnemental, un problème où l'homme
de façon générale, serait encore face à des conséquences que lui-même il s'est créé. Donc aujourd'hui, nous avons une exploitation abusive autant au niveau local qu'au niveau de l'exportation de nos bois, et forcément ça prend un coup sur l'environnement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mécanismes qui ont été mis sur pied pour la régénérescence de ces essences exploitées? Il faut dire qu'en 2012, au retour du chef de l'État, le docteur Boni Yaye, et de son ministre de l'Environnement de l'époque du Rio 20, beaucoup de choses ont été entreprises. Nous avons vu un certain élan au sorti de ces assises-là, mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on a encore rangé ces projets-là au placard. La dernière fois, on a vu le gouvernement lancer le projet 10 000 âmes, 10 000 arbres, mais jusqu'à aujourd'hui, tenez-vous tranquille, il n'y a pas de suivi de ces plans-là qui ont été mis en terre. Il n'y a pas de suivi sérieux, et donc du jour au lendemain, les plans sont laissés à eux-mêmes, et puis les intempéries aidant, les plans n'arrivent pas à maturité. Donc forcément, il doit avoir une politique de suivi de ces politiques que le gouvernement met sur place afin de permettre quand même à la nature de reprendre progressivement vie dans nos communes, dans nos départements, afin que la population ne soit pas confrontée à ces aléas liés à l'homme. Alors, de votre point de vue, face à l'exportation du bois au Bénin, est-ce que les forêts ont aujourd'hui une chance de survivre? Aucune chance, si l'homme ne revient pas sur sa décision et commence pas à mettre un certain nombre de choses en place. Donc aujourd'hui, la forêt béninoise est menacée, la forêt africaine est menacée. Il va falloir que les associations internationales lancent le cri de détresse pour que nos gouvernants puissent penser à la régénérescence de ces forêts-là. Merci Casimir Pédior pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, un journal qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes de retour sur les plateaux de votre émission Sika Infomag. Notre débat du jour porte sur la crise autour du football au Bénin. La suite du débat avec nos invités, ce sera juste après ce flash d'informations que je vous propose. Kenya, 147 morts, 79 blessés, dont 9 dans un état critique. C'est le bilan de l'attaque ce jeudi de l'université de Garissa, prise d'assaut durant 16 heures par les islamistes somaliens Shebab. C'est l'attaque la plus meurtrière du pays depuis celle contre l'ambassade américaine qui a fait 213 morts. En Guinée, l'appel de l'opposition a observé une journée ville morte ce jeudi à Conakry pour protester contre le calendrier électoral a été partiellement suivi dans la capitale. Beaucoup de commerces et de stations-service n'ont pas ouvert. L'administration et les banques ont fonctionné normalement. Le sélectionneur adjoint du Maroc a qualifié ce jeudi de grand soulagement la décision du tribunal arbitral du sport d'annuler les sanctions qui privaient le Maroc des éditions 2017 et 2019 de la CAN. La CAF avait sanctionné le pays pour avoir renoncé à l'organisation en 2015 en raison de l'épidémie d'Ebola. Nous allons poursuivre notre débat du jour avec nos deux invités. Il s'agit de deux journalistes très introduits dans le milieu du football au Bénin, mais avant, voici le générique. Pour poursuivre le débat sur la descente aux enfers du football au Bénin, j'ai toujours sur ce plateau Félix Saonlé Pépéripé, journaliste et directeur de publication du journal Le Confrère de la matinée au Bénin, et Arimi Choubadé, journaliste également et directeur de publication du journal Le Nokwe qui paraît aussi au Bénin. Ma première question de retour sur ce plateau s'adresse cette fois-ci à Arimi Choubadé. L'un des arguments avancés, Arimi, par le gouvernement, c'est la crise interne et la mauvaise gestion au niveau de la fédération. Est-ce que c'est vrai? Oui, je disais tantôt, c'est... Crise interne. Crise interne d'une association. Qu'est-ce qui concerne le gouvernement dedans? Et la mauvaise gestion. Oui, non plus on dit la FIFA a envoyé de l'argent et que le président de la fédération aurait mal géré. Je ne sais pas, c'est pas l'argent du gouvernement béninois. Donc quand ce n'est pas l'argent du gouvernement, on peut mal gérer? Non, oui. Enfin, on peut détourner allègrement, c'est ce que vous voulez dire? Attendez, si vous avez une association, loi 1900, allez voir les règlements. Le chef d'État déjà n'a pas déjà à régler tous les problèmes de l'argent. Nous, contribuables, tout ce que son gouvernement gère mal, il n'a pas fini de régler ça. Il va s'occuper de la gestion de
des milliers d'associations qu'il y a dans ce pays. Alors, qu'est-ce que moi, je comprends pas. Qu'est-ce que la fédération prévoit dans les jours à venir? Non. La fédération veut saisir les juridictions compétentes. Qu'est-ce qui est prévu? Comme j'ai l'habitude de le dire, le football universel que nous pratiquons appartient à la FIFA. Donc la fédération n'a pas de posture à défendre. Déjà les clubs, c'est d'abord à eux de faire leur combat, puisque ils ont investi de l'argent, les dirigeants de ces clubs-là ont investi de l'argent dans le championnat, et que ce n'est pas de leur faute si ça a été suspendu. Le gouvernement n'est pas parti au contrat qui organise le championnat. Le gouvernement, quand les clubs souscrivaient à la participation de ce championnat, nulle part ils n'ont eu à faire des deals avec le gouvernement, dont le gouvernement n'était pas parti à ce championnat pour venir suspendre le gouvernement. Comme je l'ai dit, le gouvernement, peut-être les clubs qui appartiennent à des sociétés d'État ou à des trucs de ce genre-là, où le gouvernement peut faire pression sur les dirigeants de ces instants pour retirer leur club ou des trucs de ce genre, ou les stades que le gouvernement administre, il peut faire solution à ce que les équipes n'occupent pas ces stades pour faire les matchs, des trucs de ce genre-là. Mais le gouvernement ne peut pas. Elle est lourde de conséquences. Oui, le gouvernement prend un acte de retrait d'argument. Officiellement, le gouvernement ne peut pas être pris sur ce fait-là de retirer sa collaboration à la fédération. C'est son droit. Sur le point du droit. Oui, mais on ne peut raisonner que sur le point du droit. C'est-à-dire, même si la FIFA ne réagit pas, ça me tonnerait que les clubs, par exemple, ne disent rien. N'oubliez pas qu'il y aura tout un contentieux administratif, un contentieux administratif à régler, notamment par rapport à la relation de travail entre certains clubs et les joueurs qui sont engagés. Donc, ça ne peut pas, les autres ne peuvent pas subir un acte d'un ministre qui a manifestement envie de montrer du muscle, et lui, il ne paie rien. Le ministre, lui, il ne paie rien. Son argent n'est pas dans le championnat. C'est des gens qui ont mis des millions, même si on peut tout dire de ce championnat, que c'est minable, que c'est pas attractif, que tout ça. Néanmoins, il y a eu des gens. Et oui, et chaque week-end, vous voyez des jeunes qu'on met dans des bus pour traverser tout le territoire pour aller jouer au football. Et ces jeunes-là, on ne peut pas les arrêter comme ça du jour au lendemain, pendant qu'ils sont en compétition. Tout à fait. Donc, ce n'est pas évident, même si la CAF et FIFA et consorts ne disent rien, parce qu'en réalité, c'est eux qui sont dépositaires de la pratique du football universel. S'ils ne disent rien, il n'y a pas de problème. Néanmoins, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui au pays, au Bénin ici, qui ont des raisons évidentes de se manifester, et ils le feront. Qu'au Bénin, beaucoup de décisions de justice se rendent, mais ce n'est jamais respecté. Attendez, il y aura évolution? Attendez, il n'y a pas, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais les décisions de justice finissent toujours par être exécutées. Oui, il y a eu un temps des décisions qui avaient mis un certain Atolou à la tête de la fédération. Vous voyez comment cela a fini par la suite? Non, mais c'est que le tribunal béninois n'a pas été assez loin. Le tribunal béninois a voulu s'accaparer d'une légitimité sur le football universel, ce que la FIFA gère. Il aurait été conséquent pour la justice de dire, oui, monsieur Atolou, vous êtes le président de la fédération, mais du football sur lequel nous, Bénin, nous avons notre souveraineté, mais pas sur le football que les autres administrent. C'est pas possible. Alors, Félixon les PPRIP, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un règlement de compte politique derrière cette décision? Le président de la fédération, il est un opposant politique qui passe tout son temps à tirer à boulet rouge le gouvernement. Et voilà qu'il se retrouve à la tête d'une fédération qui est sous tutelle. Vous ne voyez pas qu'il y ait possibilité d'un règlement politique? Non, moi je ne crois pas. La preuve, c'est que le président de cette fédération dont vous parlez serait allé rencontrer le chef de l'État qu'il a reçu debout pendant 4 minutes. Personne ne l'a dit. Alors, s'il était vraiment un opposant, s'il avait vraiment des muscles, je pense qu'il ne serait pas allé vers le chef de l'État pour demander sa clairvoyance. Qu'est-ce qui a été dit pendant cette rencontre? Le chef de l'État serait resté debout pendant 4 minutes pour le recevoir et repartir. Il a pu convaincre le chef de l'État? Non, il ne l'a même pas. Vous savez, vous savez, le chef de l'État a autre chose à faire. Mais revenons. Absolument, je suis un journaliste d'investigation et attention. J'ai souffert pour arriver à ce stade. Parce que... on fait le même métier. Oui, on fait le même métier. Mais seulement qu'il y a... Avec les mêmes mérites. Non, mais peut-être... Ne faut pas m'embrouiller. Ce que je veux dire à mon cher Arimi, moi, je le comprends dans son combat. Bon. Il n'y a pas de problème. Je défends un ami. Oui. Mais je voudrais poser une question. Est-ce vrai qu'il y a mauvaise gouvernance? Oui. Est-ce vrai
qu'il y a mauvaise gestion? Oui. Est-ce vrai que des dirigeants d'une même fédération, d'un même comité exécutif sont divisés et par médias interposés s'insultent? Oui. Et c'est suffisant pour retirer l'agrément? Mon Dieu. Alors, est-ce vrai que la fédération organise une parodie de championnat? Oui. Mais écoutez, vous ne voulez pas saluer cette décision? Au moins une fois, le gouvernement Yahi a pu prendre une bonne décision. Alors, j'ai une question, Félicien de PPRB. Pourquoi le football béninois est coutumier de ce genre de crise? Il y a tout le temps des crises dans le football béninois. Est-ce qu'il y a de gros sous? C'est une question de gros sous? De gros sous, et c'est ça qui divise les membres de ce comité exécutif. Donc vous reconnaissez qu'il y a de l'argent qui circule? Beaucoup d'argent. Mais le président, son vice-président l'a dénoncé, c'est pas Pépé qui parle. Il dit qu'il est signataire, mais qu'il ne signe rien. L'argent de la FIFA qui vient annuellement, qu'il ne voit rien. Blaise Valère l'a dit, c'est là. Et mon cher Arimi le sait très bien. Les autres membres, les dissidents, ils l'ont dit, 4 vice-présidents. Ça ne suffit pas. Attention, moi, je veux plus rigoler. Soyons sincères. Mais ça ne va pas. Et lorsqu'on fait il parle de démagogie, il parle de pédagogie. Moi non, je dis, mais les faits sont là, c'est clair. Vous voulez que le gouvernement reste les bras croisés, et que ce gouvernement dise, allez, faites la pagaille parce que c'est une association de type 1901, donc, eh bien, libre association, faites la pagaille. Mais non! Mais non, le gouvernement a tapé du poing sur la table, c'est clair, et les thèses sont là, les différentes correspondances sont là, envoyées au ministre de tutelle. Ce sont les mêmes membres du comité exécutif qui ont saisi donc le ministre pour dire, monsieur le ministre, venez au secours. Et vous ne voulez pas que le ministre vienne au secours? Vous ne voulez pas? Oui. En plus de ça, le vrai problème, il ne faut pas l'occulter, c'est la sanction. 2 ans de sanction pour ce pays. 2 ans. Mais c'est assez grave, il ne parle pas de ça. En principe, on devrait arrêter les auteurs. Écoutez, je regrette un peu quand même parfois la révolution. On devrait prendre ceux qui sont les auteurs de... J'appelle ça crime, c'est un crime. Ceux qui ont falsifié les actes de naissance, ceux qui ont causé la triche, on devrait les prendre. Et pour dire plus jamais ça... Ils l'ont fait au nom du Bénin. Au nom du Bénin. Donc ce qui justifie alors l'intervention. C'est assez grave. Et quand vous parlez des problèmes, on a vu dans ce pays un certain Atolou et consorts qui sont venus, qui ont dit, nous, on ne veut pas l'argent de l'État. L'argent de l'État n'a qu'à servir à construire des stades. Nous, on a des sponsors, on va jouer avec les sous de ces sponsors. Et des gens ont dit non. Des gens ont dit non parce que ça, ils ont crié, les mêmes, hein, ils ont dit non et puis ils ont tout fait. Et ils ont créé des problèmes. Alors, il y a eu de crises. On vous a parlé de... Il y a beaucoup de girouettes. Ils sont dedans. Il va falloir, comme le ministre l'a dit, moi j'apprécie ce ministre. C'est vrai, au départ j'ai vu qu'il dormait un peu, mais par la suite, j'ai compris que celui-là, il fait du beau travail parce qu'il a donné 1 an à cette fédération. Il disait, il ne faut pas les attaquer. Attendez 1 an. Nous avons le son. Attendez 1 an. Mais après 1 an, on a constaté tout ce qui se passe. La pagaille. Vous voyez le président qui parle, un vice-président qui se lève, qui dit non, tu es un braqueur. Vous voyez un autre membre du comité exécutif. Et c'est sur les médias. Alors, vous ne voulez pas qu'on arrête la récréation? Vous voulez qu'on continue? Parce qu'il y a certains, on leur a retiré le biberon, donc il faut qu'il pleure, il faut qu'il lèche le cul, excusez l'expression, du président de la fédération. Vous pensez que c'est normal? Quel avenir vous voyez pour le football? Quel est l'avenir que vous voyez pour cette crise? Comment est-ce que le football béninois connaîtra dans les jours à venir un essor? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, pour que on sorte de cette situation. Pour qu'on sorte de la situation, il faudrait que on ait moins de délinquance au sommet de l'État. C'est peut-être fort. Vous voyez la délinquance au niveau de l'État. C'est peut-être fort. Au niveau de la fédération. Ça n'engage que vous. Oui, vous savez, pour mon ami, vous voyez plus de délinquance au niveau des décisions d'État qu'au niveau de la fédération elle-même. C'est ce que vous voulez dire? Organiquement, il n'y a rien qui justifie qu'un ministre aille régler des problèmes au sein d'une fédération sportive. Quelle qu'elle soit. Pourtant, ça se faisait, ça a toujours été fait. Non, mais quel qu'elle soit, le ministre n'a rien à foutre dans un problème interne à une fédération sportive. Mais quel est l'avenir que vous voyez? Le ministre il n'y a pas une relation de suggestion de la fédération par rapport au ministère. Ce n'est pas, comment appelle-t-on, une structure
déconcentré du ministère. Mon cher Arribi, vous permettez, cher ami, vous permettez, attendez, vous allez réagir. Hier, je ne vous ai pas vu. Oui, mais vous allez réagir. Quand Atolou suivait la voie normale et que la justice du Bénin lui donnait raison, je ne vous ai pas vu. Je savais que je ne vous ai pas vu. Votre rêve, le rêve de Pépéripe, qui est mondialement connu, c'est de voir Atolou président de la Fédération béninoise de football. Atolou n'en veut plus. C'est un ami à moi, il n'y a pas de problème. Atolou n'en veut plus, heureusement, il n'en veut plus. Vous êtes son porte-parole. Je peux vous le dire, il n'en veut plus. Parfait. Donc, voilà. Donc on connaît aujourd'hui le dessin. Il n'en veut pas. Il n'en veut plus. Le dessin, c'est une mauvaise. Atolou n'en veut plus. Voilà. Parce que lui travaille. Atolou a du boulot. Ce sont les chômeurs. Et il va falloir redéfinir le profil du président de la Fédération béninoise de football. Et c'est là où je suis toujours d'accord avec le ministère de tutelle qui parle de mesures radicales pour assainir ce milieu. Je suis malheureusement pris ailleurs. La solution qu'il porte est caractéristique à sa posture. En dehors de l'autre, en dehors de lui, plus personne n'est capable de gérer la fédération. Mon frère, personne n'est capable de gérer la fédération. Je vais la réaction. En dehors de lui et de son ami. Je vais la réaction. Atolou, il n'y a plus personne au Bénin. Pourquoi il appelle le nom d'Atolou? Pourquoi? Je vous en prie, c'est un monsieur respectable. Je ne souhaiterais pas qu'on appelle ce nom ici parce qu'il n'est pas concerné par cette pagaille, par cette mauvaise gouvernance, par cette gestion calamiteuse de votre cher ami. Il n'y a aucun problème pour moi de parler d'Atolou. Moi, je n'ai pas parlé de lui, je l'ai découvert sur le football a toujours été sujet de beaucoup de passion. Le football a toujours été sujet de beaucoup de passion. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation, madame, monsieur. C'était Sika Infomag. Avant de partir, voici la bande-annonce. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Voilà, c'était Sika Infomag. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à la crise au niveau du football béninois. Merci de nous avoir suivis.